France 24, LCP, Public Sénat, présente. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur France 24 et les chaînes parlementaires pour Ici l'Europe. En cette semaine où les citoyens réclament d'être mieux défendus par une Union européenne qui boosterait son économie et son autonomie. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Pascal Lamy. Bonjour. Bonjour. Alors je rappelle que vous avez été commissaire au commerce de 1999 à 2004, directeur général de l'OMC de 2005 à 2013. Et puis aujourd'hui, vice-président de la Fondation Jacques Delors Friends of Europe, vice-président du Forum sur la paix. Il y a moins d'un an, vous estimiez qu'il ne fallait pas surréagir aux propos et aux initiatives de Donald Trump qui finirait, je cite, par s'arrêter. Il ne s'est pas arrêté. Il s'est arrêté un paquet de fois. Et donc, il reste une très grande différence entre la rhétorique, la scénique, cette espèce d'hyperactivité, et la réalité. Et quand c'était vraiment important pour nous, l'exemple du Groenland en tête, il a reculé. Alors, comme toutes les semaines, nous avons sélectionné quelques nouvelles du vieux continent. C'est tout de suite l'Europe en bref avec Oyana Almandoz. 89% des Européens souhaitent voir l'Union européenne plus unie, selon Eurobaromètre. La sécurité est la préoccupation principale des sondés, avec 72% se disant très préoccupés par les guerres à proximité de l'Union. 39% redoutent même l'avenir de l'UE, un pessimisme particulièrement fort en France, où ce chiffre grimpe à 55%. Les 27 ont classé les gardiens de la révolution iranienne comme organisation terroriste. Cette unité d'élite des forces armées est visée à la suite de la répression sanglante des manifestations antigouvernementales. En représailles, l'Iran a qualifié les armées européennes de terroristes et convoqué tous les ambassadeurs de l'UE à Téhéran. Le Parlement européen reprend l'examen de l'accord commercial avec les États-Unis, qui instaure des droits de douane à 0% pour les biens américains et 15% pour les Européens. Il a été bloqué il y a quelques semaines en réaction aux menaces de Donald Trump d'annexer le Groenland. Après le recul du président américain, les eurodéputés prônent le dialogue, comme l'indique Bernd Lange, président de la commission commerce. Les eurodéputés sont prêts à avancer rapidement, à condition que les États-Unis respectent l'intégrité territoriale et la souveraineté de l'Union. Le Parlement de Strasbourg votera l'accord, mais se réserve le droit de le suspendre au besoin. Alors, Pascal Lamy, ce sondage Eurobaromètre que l'on vient de mentionner est révélateur de la défiance des Français vis-à-vis de l'Union européenne. 38% à peine en ont une image positive, 29% une négative, c'est un des plus forts taux. Et puis, ils sont aussi les plus pessimistes, avec les Néerlandais d'ailleurs, sur l'avenir du monde à 68%. Pourquoi ? D'abord, ce sondage récent montre que les Européens sont très en soutien de l'intégration européenne et que les menaces extérieures ont accentué ce soutien dans l'ensemble de l'Europe. Mais vous avez raison, il y a un cas particulier qui s'appelle la France et qui se distingue par un pessimisme considérable par rapport aux autres sur l'avenir, un grand attachement à la construction européenne, notamment chez les jeunes, mais chez les plus âgés, il y a une espèce de corrélation entre l'avenir de l'Europe et la perception d'un avenir positif. Et ça, c'est, dans le cas français, préoccupant. C'est comme ça depuis un bon moment. Et disons, si on regarde les 27 pays de l'Union européenne, c'est pas très très surprenant que la France se distingue par le fait qu'elle est perçue, elle se perçoit elle-même comme allant plus mal que les autres. L'épisode du traité avec les pays du Mercosur qui a été adopté malgré l'opposition de la France et des agriculteurs, est-ce que ça a diminué cette confiance dans la commission von der Leyen chez nous ? Alors, pour l'instant, ça ne se voit pas parce que le sondage date de novembre. Mais disons, on sait que les décisions sur la politique commerciale de l'Union se prennent à la majorité qualifiée depuis le traité de Rome, pas depuis hier. De temps en temps, la France gagne ses votes, de temps en temps, elle les perd. On verra quel est l'impact sur l'opinion. Il y a encore un épisode en cours qui est de savoir si,
compte tenu du fait que le Parlement a demandé d'interrompre la procédure pour avoir un avis juridique de la Cour de Luxembourg, de savoir si, ou non, on décide de l'application provisoire de cet accord. Moi, je trouve que compte tenu du fait que le Parlement européen a une très courte majorité, mais ça, c'est la démocratie, a voté pour un délai, je pense que le Conseil et la Commission devraient respecter ce vote du Parlement européen. Alors, en amont d'un fameux Conseil sur la compétitivité qui va se tenir le 12 février, le commissaire français à l'industrie, Stéphane Séjourné, a signé une tribune avec plus de 1000 patrons pour demander des achats de préférences européennes dans les secteurs stratégiques. Mais on dirait qu'il doit convaincre encore sa boss, von der Leyen. C'est une idée qui fait du sens dans un certain nombre de domaines, notamment lorsque nos concurrents à l'international le font. Et notamment les Américains, les Chinois, et pas que. Le problème de fond, il est assez simple. L'Union européenne doit investir dans les années qui viennent, dans sa défense, dans la transition digitale, dans la transition écologique. Nous n'avons pas assez de croissance pour faire ça. Notre potentiel de croissance aujourd'hui, c'est la moitié des Américains, un tiers des Chinois et un quart des Indiens. Il faut augmenter notre potentiel de croissance, et notre potentiel de croissance, il est sous nos pieds, avec enfin le marché intérieur. Et d'ailleurs, c'est la première grande campagne que va lancer cette fondation Jacques Delors Friends of Europe, dont vous avez parlé. Nous lançons une grande campagne pour enfin finir le marché intérieur en 2028, notamment dans les domaines où il y a encore plein de trous dans la raquette, l'énergie, la finance et le digital et les communications. Notre gisement de croissance, nous avons besoin de croissance, on a un gisement sous nos pieds et on ne l'exploite pas. Ouais, enfin, on n'a pas de gisement concernant certains minerais critiques, terres rares. La Cour des comptes de l'Union européenne nous alerte sur notre dépendance extrême à la Chine dans la matière, qui rend notre objectif de 42% de renouvelables en 2030 pour produire notre énergie totalement hors de portée. On fait quoi ? On est comme tout le monde. Comme les Américains, comme les Canadiens, comme les Indiens, on est devenu trop dépendant de la Chine, qui a un monopole sur, en gros, 80% du raffinage de ces terres rares et de ces matériaux critiques, qui sont essentiels pour la transition verte et pour le digital. Et donc, il faut faire une alliance, et c'est d'ailleurs ce que les États-Unis et l'Europe et le Japon, un petit peu, on a un partenariat stratégique qui Il faut que ceux qui sont trop dépendants de la Chine s'allient ensemble pour devenir moins dépendants de la Chine et créer une force, en quelque sorte, économique, qui contrebalance la force du monopole que les Chinois ont très intelligemment, il faut dire. Les Chinois ont acquis ce monopole parce que ça fait 20 ans qu'ils investissent dans l'exploitation de terres rares dans les pays en développement, le raffinage chez eux. Or, ce qui compte, c'est le raffinage. Et donc, on est tous beaucoup trop dépendants des Chinois. Et la seule solution, c'est d'essayer de se mettre d'accord ensemble. Avec les Américains qui sont les alliés de l'Europe en matière commerciale. On peut signer des traités avec eux. Il y a des cas où il faut, dans des circonstances comme celle-là, qu'on se mette d'accord avec les États-Unis et M. Trump, même si ça nous fait mal à l'estomac. Il y a des moments où les rapports de force, c'est des rapports de force. Alors justement, parlons de rapports de force. Direction le Grand Nord, du 2 au 5 février, se tenait à Tromsø, en Norvège, la conférence Arctique Frontières qui rassemble chaque année politiques, analystes et décideurs économiques ou scientifiques des pays du Grand Nord. La question de la défense, après l'épisode du Groenland, était au centre des débats. Reportage de nos envoyés spéciaux Isabelle Romero et Luc Brown. L'aube se lève sur le bateau des gardes-côtes à Tromsø. À bord, le ministre des Affaires étrangères de Norvège fait visiter le vaisseau à Kaja Kallas, chef de la diplomatie de l'UE. Elle plaide pour une stratégie arctique de défense commune. La crise du Groenland nous a montré que quand nous sommes unis, nous sommes forts. Donc, nous avons vraiment besoin de travailler ensemble. Mais nous voulons aussi travailler avec nos alliés américains pour renforcer encore davantage la sécurité du Groenland. En effet, les menaces sont multiples. Non loin de la Norvège, les bases russes de la péninsule de Kola regroupent une des plus fortes concentrations d'armes nucléaires. Ces armes sont principalement dirigées contre le continent nord-américain.
Mais c'est d'ici qu'on peut les intercepter, qu'on peut suivre les sous-marins russes. Donc je crois qu'il y a des raisons objectives pour les Américains de s'intéresser à cette zone et nous continuons de travailler avec eux. À quelques centaines de mètres, à la conférence Arctique Frontières, forum des pays du Conseil de l'Arctique, qui regroupe les 8 pays ayant une façade arctique, la question du Groenland est très présente. Malgré le recul de Donald Trump, la confiance a été brisée. Nous devrions avoir une place à la table des négociations. Rien de décidé sur le Groenland sans l'avis du Groenland. C'est une de nos lignes rouges. Si vous ne nous respectez pas, nous aurons du mal à collaborer avec vous. Si tout n'est pas réglé, après une grave crise de confiance entre alliés de l'OTAN, un groupe de travail a été créé à Washington. Viviane Motzfeldt, ministre des Affaires étrangères du Groenland, en tire ses conclusions. La leçon, c'est à quel point le monde peut être fragile. Mais en même temps, cela nous montre que la solidarité, même dans un monde fragile, nous rend plus forts. Mais malgré les provocations de Donald Trump, la plupart des participants ne remettent pas en cause le rôle de l'Alliance Atlantique. Au sein de l'OTAN, on discute maintenant quelle est la réponse de défense, de sécurité collective sur le Groenland et cette partie de l'Arctique à prendre. Et on discute ça maintenant et ça va être donc décidé parmi les alliés. En mars prochain, en Norvège, un exercice militaire arctique baptisé Cold Response mobilisera 25 000 hommes de 14 pays et les délégations les plus importantes de 4 000 à 5 000 soldats seront celles des Français et des Américains. Pascal Lamy, on attend d'ailleurs toujours les résultats des discussions qui ont eu lieu entre Américains, Danois, Groenlandais qui sont en cours. Comment va se terminer cette crise de confiance majeure ? D'abord, merci d'avoir fait vibrer mon cœur d'ancien officier de marine avec ces images sublimes de paysages et de bateaux un peu plus modernes que ceux que je servais à l'époque. Je pense que l'affaire du Groenland, pour Trump, ça a été un pont trop loin. Il a été obligé de reculer, d'abord parce que les marchés financiers ont réagi, ensuite, d'après ce qu'on entend dire, parce que son chef d'état-major lui a dit « Nous, on ne va pas aller tirer sur des troupes européennes de l'OTAN au Groenland. » Ça compte, ces choses-là. Et ensuite, parce que effectivement, les Européens ont réagi en envoyant un certain nombre de soldats là pour marquer, si je puis dire, la ligne rouge. Donc je pense que cet épisode-là, pour l'instant, je pense que Trump est calmé, si ça peut arriver. Il reste le vrai sujet de fond de la relation transatlantique à partir du moment où les Russes occupent la partie de l'Ukraine qu'ils occupent après l'avoir envahie, qui est « maintient-on une solidarité euro-américaine en soutien de l'Ukraine contre les Russes ?» L'épisode Groenland, pour l'instant, si je puis dire, est réglé, pour l'instant. Il n'ira pas plus loin. Et il est exact qu'on peut probablement, si Trump a un problème avec la sécurité de cette zone, qui a d'ailleurs quelque chose à voir avec le changement climatique, parce que si maintenant on parle autant d'Arctique, c'est parce que c'est devenu une région qui n'était plus aussi désertique qu'elle était avant. Enfin, laissons ça de côté. Le vrai sujet, c'est l'Ukraine. Et nous sommes toujours sous une pression américaine, parce que M. Trump, un jour dit « je soutiens », l'autre jour « on va se mettre d'accord avec les Russes », le troisième jour « ah ben non, ça prend trop de temps », et puis le quatrième jour « ah ben finalement, quand... bon, là on a et M. Zelensky l'est encore plus sous pression américaine. Les Américains sont leaders dans ces négociations de paix entre Russie et Ukraine à Abu Dhabi. Est-ce que c'est une bonne nouvelle, ces négociations en tant que telles, même si nous, Européens, ne sommes toujours pas à la table ? Oui, enfin disons, s'il devait y avoir un cessez-le-feu, je ne veux même pas parler de traité ou d'accord de paix, on sera inévitablement à la table, parce qu'il faudra des troupes pour garantir les accords qui ont été faits, et nous sommes, si je puis dire, à la table. Le paquet de 90 milliards d'euros que l'Union européenne vient de mettre sur la table au soutien de l'Ukraine, c'est un acte européen
C'est pas un prêt d'ailleurs, hein, c'est vraiment de l'argent qu'on va leur donner. C'est vraiment de l'argent qui leur permet d'acheter des armes pour se défendre. Pendant 2 ans. Et donc, on est maintenant dans une situation, si vous voulez, en gros, où le soutien à l'Ukraine, c'est 2/3 d'Europe et 1/3 d'États-Unis. Mais le tiers d'États-Unis, notamment dans tout ce qui concerne les observations spatiales et le renseignement sur le positionnement des troupes russes dans ces régions, est aujourd'hui encore absolument essentiel. Voilà encore un domaine où, pour l'instant, on aimerait bien pouvoir se passer des Américains, notamment compte tenu de ce qui s'est passé avec le Groenland, parce qu'on s'est dit, oh là là... Mais c'est juste impossible. Pour l'instant, ça n'est pas possible. Et je pense qu'il faut être lucide sur cette situation, qui, pour l'Europe, est une situation gênante, si je puis dire, mais qui lui dit une seule chose, il faut que tu sois plus forte dans l'avenir. Sur l'Iran, pendant que les États-Unis de Donald Trump sont dans l'escalade militaire avec le régime, l'Union européenne a désigné les gardiens de la révolution organisation terroriste. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que d'ailleurs notre réponse est suffisamment adaptée aussi, dans le verbatim peut-être, à cette expression particulièrement sanglante? Avec l'Iran, il y a un problème qui est là depuis longtemps, qui est leur programme nucléaire, que nous voulons arrêter, et là-dessus, on est parfaitement d'accord avec les Américains et un certain nombre d'autres pays. Et puis, il y a ce régime qui est épouvantablement répressif et qui vient de commettre des crimes de masse. Et là, c'est une autre question. La question de savoir si on envoie, comme le fait Trump, des bateaux dans la zone pour faire changer le régime, étant entendu à supposer que les mollahs disparaissent du paysage politique, ce qui, à mon avis, prendra du temps, qui va les remplacer. Et une solution militaire pour déposer un régime sans une certaine idée de ce qui va suivre, à mon avis, c'est quand même risqué. Merci Pascal Lamy d'avoir été notre invité. Merci à vous de nous avoir suivis. Mais vous restez en notre compagnie. Nous poursuivons avec le débat sur les accords commerciaux, justement. L'accord UE-Inde qui est passé au crible de nos débatteurs à Bruxelles. Merci de nous rejoindre à Bruxelles, au Parlement européen, pour parler d'un traité de libre-échange qui fait moins de vagues que celui du Mercosur, l'accord commercial entre l'Inde et l'Union européenne. Signé fin janvier à New Delhi par la présidente de la Commission européenne et par le Premier ministre indien, cet accord prévoit la diminution de plus de 90% des droits de douane entre l'Inde et l'Europe, mais il épargne des produits agricoles sensibles comme le bœuf, la volaille et le riz. Ursula von der Leyen s'en félicite. We did it. We delivered the mother of all deals. Nous avons réussi. Nous avons conclu l'accord de tous les accords. Nous créons un marché de 2 milliards de personnes. C'est l'histoire de 2 géants, la 2e et la 4e économie mondiale. 2 géants qui ont choisi un partenariat véritablement gagnant-gagnant. Un message fort qui montre que la coopération est la meilleure réponse aux défis du monde. Seulement voilà, cet accord de libre-échange pose aussi des questions. Va-t-il freiner la réindustrialisation européenne alors que l'Inde exporte de nombreux produits faits par une main-d'œuvre bon marché? Sur le plan environnemental, l'Inde va-t-elle respecter la fameuse taxe carbone aux frontières mise en place par l'Union européenne? N'oublions pas que l'Inde de Narendra Modi est très proche de la Russie de Vladimir Poutine, dont il achète le pétrole. Même si Donald Trump a affirmé avoir signé un accord commercial avec l'Inde et que New Delhi privilégiera désormais le pétrole américain. Alors pour en débattre, nous accueillons aujourd'hui 2 eurodéputés. Laurence Farrang, bonjour. Bonjour. Vous êtes eurodéputée française, membre du groupe centriste Renew. Et face à vous, Tilly Mess, bonjour. Bonjour. Vous êtes eurodéputée luxembourgeoise, membre du groupe Les Verts dans cet hémicycle du Parlement européen. Laurence Farrang, il y a quelques semaines, vous étiez vent debout avec la majorité présidentielle, le président Emmanuel Macron, contre l'accord du Mercosur, accusé de finalement baisser nos normes. Les Français aujourd'hui applaudissent cet accord avec l'Inde. Qu'est-ce qui a changé véritablement ? Pour nous, un accord commercial ne fait pas débat quand il s'agit d'un accord équilibré. Ce qui est, à notre avis, le cas de cet accord UE-Inde, contrairement à celui qui est celui du Mercosur, qui est toujours sur la table aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que, vous l'avez dit en introduction, notamment, il ne touche pas à des secteurs sensibles qui pourraient déséquilibrer totalement soit l'intégralité de secteurs, soit notre économie. Vous l'avez dit, les produits sensibles agricoles sont exclus de l'accord, ce qui est en soi une bonne chose. Deuxièmement,
Mon groupe, ma famille politique, n'est pas contre les accords commerciaux. Au contraire, nous pensons que l'Union européenne doit s'ouvrir de nouveaux débouchés dans ce contexte très particulier avec les États-Unis, comme avec certaines zones du monde qui posent problème, la Chine, bien évidemment la Russie. Donc cet accord UE-Inde avec une première démocratie au monde et une puissance démographique, c'est la première puissance démographique mondiale, est clé pour nous et très stratégique. Donc selon vous, il y a les bons accords et les mauvais accords. Tilly Mess, est-ce que selon vous, c'est un accord équilibré ? Il est clair qu'il est plus équilibré que celui du Mercosur, ça c'est vrai, qu'il y a une protection par rapport à certains produits agricoles, ça c'est vrai aussi, mais de là à dire que c'est un accord idéal ou parfait, on est loin de là. Il faut savoir que tout ce qui est changement climatique, donc l'accord de Paris n'est pas considéré comme un élément essentiel de cet accord. Il faut savoir aussi que tout ce qui est respect des travailleurs, par exemple, et vous l'avez dit, il y a des millions, entre 11 et 12 millions de travail forcés qui sont quand même boostés aussi à travers cet accord. Donc il faut savoir que l'Inde n'a pas signé toutes les conventions de ILO, donc qui protègent les travailleurs et les travailleuses. Et quand on pense qu'on va surtout importer du textile et des génériques, donc des médicaments génériques, le textile, c'est quand même problématique. On sait les conditions de travail. Et sachant en plus que l'économie en Inde est à 90% basée informelle, donc il est très difficile de contrôler les conditions de travail puisque ça se fait dans le secteur informel. Alors vous l'avez dit un petit peu déjà, c'est vrai que cet accord exclut les produits agricoles qui vont rester protégés par des droits de douane. Il s'agit, on va le regarder ensemble, du bœuf, de la volaille, du riz, du blé, du sucre, des bananes et de l'éthanol qui ne font pas partie de cet accord. Cet aspect, il remporte votre adhésion, bien sûr. Mais quand vous entendez parler de biens bon marché indiens qui vont arriver chez nous, lesquels en priorité, est-ce que ça ne vous inquiète pas ? Je dirais une chose. In fine, c'est ce Parlement qui aura le fin mot sur la ratification de cet accord. Et cet accord, on ne l'a pas encore lu dans les détails. Donc il y a une commission qui s'en occupe, qui fera son travail parlementaire. Nous lirons tous les détails de cet accord, évidemment. Mais l'Inde est un pays en voie de développement, 1,4 milliard d'habitants. Et c'est vrai qu'il y a des sujets, et ma collègue les a pointés du doigt, la question de l'adaptation au changement climatique, le respect des droits sociaux, parfois même des questions de droits de l'homme quand il s'agit du traitement de la minorité musulmane en Inde, peuvent poser des questions. Mais ces aspects, ils sont a priori inclus dans cet accord puisqu'il y a tout un chapitre sur la dimension du développement durable qui concerne en effet adaptation au changement climatique, droits sociaux. Il va falloir qu'on rentre dans les détails. Mais il est vrai que c'est en soi un grand progrès. Pourquoi ? Moi, je suis allée en Inde il y a 2 ans. Je fais partie de la délégation UE-Inde. Et on avait parlé à ce moment-là du pacte vert européen pour voir comment on pouvait en trouver des émanations au plan indien. Or, on n'est pas dans la même situation. Je me rappelle du ministre qui m'a dit on a sorti de la précarité et de la pauvreté 300 millions d'individus grâce à de l'énergie. Donc on veut pouvoir poursuivre notre développement. Voilà. C'est toujours l'argument des pays mais pour en autant, développement. je voulais dire qu'en effet, l'accord de Paris qu'on appelait de nos voeux n'est pas dans l'accord, mais il y a des progrès sur la prise en compte du changement climatique et on a une plateforme d'adaptation au changement climatique. Donc il va falloir rentrer dans les détails, mais ça a été un progrès. Il faut quand même savoir que le chapitre sur la durabilité et tout ce qui est aussi droit des travailleurs, il n'est pas prévu qu'il y ait des mécanismes de litige. Donc, l'un pays ne pourra pas attaquer l'autre pays si cela n'est pas respecté. Donc, c'est quand même sur des pieds fragiles. Comprenez néanmoins pas, nous, les écolos, les Verts, on est aussi en faveur qu'on ait des nouvelles alliances. Mais nous pensons qu'il faut fondamentalement repenser les accords de libre-échange et les faire de façon beaucoup plus ciblée, en respectant les droits humains et en respectant l'environnement. Sur ces droits sociaux des travailleurs indiens, on attend de lire le contenu de l'accord, mais quand même, est-ce qu'on n'est pas en train de fermer les yeux sur une réalité des conditions de travail en Inde pour booster notre croissance ?
Il faudra voir avec l'Office international du travail. Ça nous est déjà arrivé d'avoir ces mêmes débats. Je me rappelle du Vietnam à l'époque. Moi, je crois que j'ai voté, ou je me suis abstenue, j'ai voté contre. Il va falloir rentrer dans les détails. Mais c'est vrai qu'à un certain niveau, dans un certain contexte international, à un certain niveau d'accord, il faut trouver des zones d'équilibre et d'atterrissage et de négociation avec des États qui n'ont pas les mêmes standards que les nôtres, dans des zones géographiques extrêmement sensibles et avec un moment de leur développement qui n'est pas le même. Donc en effet, là aussi, il y a une espèce de... Donc il faut abaisser nos normes sociales pour conclure cet accord. Non, il faut... c'est toujours la question de les faire progresser à leur rythme. Et je pense que la question de faire progresser à son rythme est aussi un vrai enjeu, puisque là, on touche presque à de la diplomatie. Alors justement, sur le plan géopolitique, sur le plan diplomatique, il y a un autre problème que pose cet accord avec l'Inde, c'est celui de la dépendance indienne au pétrole russe, qui d'ailleurs leur permet en quelque sorte à la Russie de Vladimir Poutine de contourner nos propres sanctions. Comment l'Union européenne peut signer cet accord avec un allié objectif de la Russie, au risque donc d'être accusé de financer indirectement la guerre ? Ça, c'est un autre éléphant dans la salle qu'il faut quand même nommer, et c'est les liens de l'Inde avec Poutine. Donc, évidemment, c'est quelque chose. Donc, si on veut le présenter ici comme un accord anti-Poutine, comme on a bien voulu nous présenter Mercosur comme un accord anti-Trump, je ne suis pas du tout d'accord, d'ailleurs, puisqu'il y a eu des accords bilatéraux entre Trump et Milei d'Argentine. Donc, parenthèse, juste, ici, ce n'est pas un accord anti-Poutine. On est clair là-dedans. Sur cette question du pétrole russe, Laurence Fareng, l'Inde est l'un des premiers acheteurs du pétrole russe, juste derrière la Chine. Comment l'Union européenne, soutien de l'Ukraine, peut signer aujourd'hui un tel accord ? Je disais les conditions de ce que sont l'Inde et de la question de l'énergie pas chère. On a été très consommateur d'énergie russe pendant des années et on sait combien on a été dépendant. Évidemment, c'est pas l'idéal. C'est pas l'idéal, mais pour autant, on sait dans quelle zone géographique est ce pays, qu'elle a des relations avec la Chine, avec l'Inde. Et il faut, dans ce moment de bascule et de chaos mondial, avec l'incertitude qui nous est apportée par Donald Trump, pouvoir avoir des partenaires qui ne sont pas tout à fait alignés sur le 100% de nos standards, mais avec qui on peut communiquer. L'Inde demeure une démocratie, ce qui n'est pas anodin de pouvoir parler à un démocrate qui peut... pourquoi pas avoir plus de liens et d'accès à l'Union européenne sur certaines valeurs ou certains objectifs finaux. Par ailleurs, alors sur la question, oui, c'est pas idéal. Alors Donald Trump semblerait-il nous aide puisqu'il a demandé à ce que l'Inde s'approvisionne en pétrole, alors en GNL américain, ce qui n'est pas non plus idéal. Enfin, c'est pas les mêmes finalités économiques, c'est pas idéal. Ouais, ce qui n'est pas idéal en termes écologiques. Voire aller au Venezuela exploité par je sais pas qui. Enfin, c'est toujours des fantaisies à la Donald Trump. Je dirais que nous, dans l'accord, on est quand même assez exigeant parce qu'on on vous en avait pas parlé, mais on a exclu l'acier de cet accord. Et l'acier, c'est un facteur aussi polluant très fort. Et on veut être souverain sur ces questions-là. Alors c'est vrai qu'il y a des sujets sensibles comme les génériques, vous l'avez cité. On n'a pas exclu l'acier. Si, on a exclu l'acier. Non. On a réduit les quotas d'importation, mais c'est clairement... Non, mais on a des baisses de droits. On a des baisses sérieuses de 3,5 millions de tonnes à 1,6 million de tonnes, mais on continue à importer de l'acier de l'Inde. Pas avec des conditions financières augmentées. Mais on parlait de cette grande démocratie, qu'il faut faire un club des démocraties. Politiquement, l'Inde est dirigée depuis 12 ans par Narendra Modi, qui prône un nationalisme centré sur l'hindouisme, avec marginalisation, on a commencé à l'évoquer, de minorités religieuses, les musulmans et les chrétiens. On doit fermer les yeux aussi, ou alors est-ce que ça doit faire partie de notre réflexion sur ces accords commerciaux ? En général, il faut savoir qu'on a beaucoup d'espoir par rapport au commerce et disons-le de façon honnête, cet accord Union européenne-Inde, a priori, même si ça n'a pas encore été discuté largement au Parlement européen, le vote va seulement venir, il s'agit vraiment d'un accord pour protéger notre industrie de l'acier et pour protéger l'industrie automobile. Soyons clairs sur cela, ça ce sont les objectifs premiers et clairs. Maintenant, il y a certainement des problématiques de droits humains, il y a des problématiques environnementaux qui sont
peu abordé ou guère abordé ou abordé de façon insuffisante. Et pour ça, nous on dit que la solution pour se positionner géopolitiquement dans le monde n'est certainement pas avec des accords de libre-échange qui sont seulement. old school, vous dites qu'il faudrait, qui sont désuets. Il y a dans le monde des accords de libre-échange et notamment ce qu'on est, je suis vice-présidente de l'Afrique du Sud, ce qu'on est en train de travailler là, ce sont des nouveaux modèles d'accords de libre-échange. Ceci, pour moi, n'est pas un nouveau modèle, mais il faudrait vraiment des accords bilatéraux, multilatéraux, beaucoup plus ciblés, notamment pour réduire le plastique, par exemple, notamment pour vraiment avoir des cibles spécifiques, pour avoir un échange, par exemple, de matières premières et de technologies et de know-how de l'autre côté. Donc, il y a possibilité d'avoir des accords de libre-échange, ça existe déjà pour la libéralisation de produits vraiment durables. Donc, il y a d'autres solutions, il y a des alternatives à ces accords qui sont désuets. C'est un accord de libre-échange à l'ancienne, Laurence Farring, qui ne prend pas en compte notamment la question des droits de l'homme et des minorités religieuses qui sont de plus en plus invisibilisées en Inde. Mais ça, c'est une vraie question de préoccupation. Moi, je m'en suis déjà inquiétée. Ça a été discuté, mais même lors de nos voyages. Donc, c'est un point, évidemment, qui devra appeler toute notre attention, in fine, sur le vote final, évidemment. Mais je voudrais dire quand même que cet accord commercial se double toujours d'un accord politique également. Et qu'il y a des questions qui ont été notamment discutées au 16e sommet UE-Inde qui vient d'avoir lieu sur deux sujets qui est le renforcement des capacités et des collaborations en termes de défense, notamment en matière maritime, ce qui n'est pas tout à fait anodin dans le moment que nous vivons et même par rapport à la Russie. Et deuxièmement, je dirais un autre terme où on est plus dans le soft power, mais sur la question de la coopération en matière de compétences. Et Dieu sait que l'Inde est un grand pays d'innovateurs. Alors, l'Union européenne, elle a déjà signé 10 accords commerciaux, une dizaine donc, et qu'elle n'a pas toujours mis en avant. Avec l'imprévisibilité de Trump, elle accélère sur l'Australie, les Émirats arabes unis, la Malaisie. Est-ce que c'est la bonne voie pour l'Europe qui se veut plus souveraine que de multiplier très vite, parce qu'on sent bien qu'elle a mis le booster là, ces accords commerciaux, très rapidement l'une et l'autre? Je pense qu'il faut de nouvelles alliances à l'Union européenne. Il faut une diversification pour avoir notre matière première, pour avoir nos ressources. Là, on est tous d'accord. Mais il faut aussi un nouvel modèle d'accords commerciaux. J'ai dit tantôt, donc on doit changer de modèle de ces accords de libre-échange qui soient vraiment au bénéfice de la population et pas seulement aux multinationales, respectivement, pour une minorité d'actionnaires qui vraiment en bénéficient. Mais je rejoins ma collègue pour dire il ne faut pas que ce soit à la Mercosur. Par exemple, l'Australie peut peut-être nous inquiéter un petit peu, notamment en matière agricole, à savoir, évidemment, il y a toujours machines-outils, agriculture, des choses qu'on ne devrait pas mélanger. Donc, oui, en termes d'ouverture de l'Union européenne, on doit multiplier ces accords en regardant ce qu'il y a dedans et en faisant en sorte qu'ils soient cohérents avec nos normes, ou qu'en tout cas, s'ils ne sont pas tout à fait, on n'est pas avec des pays tout à fait alignés sur nos normes, on les fasse progresser, ou on arrive à collaborer sur certains points stratégiques comme on l'a dans l'Inde. Demain, ça n'empêche pas aussi notre souveraineté et tout ce qu'on fait sur la préférence européenne, notamment en matière automobile, etc., etc. Est-ce que je peux juste dire une Rapidement. phrase? Moi, je dis juste, en politique, la panique et la peur sont des mauvais conseils. Par contre, le courage d'être fidèle à ses valeurs, ça, c'est bon conseil en politique. Et c'est beaucoup plus durable. Alors voilà, on ne vous réconciliera pas sur le rythme, en tout cas, de signature de ces accords, ni d'ailleurs leur contenu. Merci à vous de nous avoir suivis. Et très bonne suite des programmes sur nos antennes.